Ah ben voilà. Alors, est-ce que ça marche? Non, le micro. Vous m'entendez? Non. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, il faut. Là, c'est bon. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Ah ben voilà, là c'est beaucoup mieux. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie messieurs les présidents d'honneur et les présidents du congrès de m'avoir proposé de participer au congrès, aussi au comité scientifique de l'APRT et de la Société marocaine de pédiatrie. Donc je suis vraiment très honorée d'être là avec vous aujourd'hui pour discuter d'initiation de traitement. On va commencer par l'hormone de croissance. On a 3/4 d'heure en gros, et puis comme on vient de voir, on fera une petite discussion au milieu entre les deux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ce dont on va discuter, c'est vraiment d'accélérer ça. C'est la courbe de vitesse de croissance. Ça va vraiment être d'accélérer la croissance pendant la période de croissance des enfants, et le potentiel de croissance diminue avec le temps. On voit que la quantité de cartilage de croissance diminue vraiment très rapidement et qu'on a vraiment une sénescence du cartilage de croissance. Plus on démarre le traitement tôt, meilleur va être l'effet et le gain en termes de taille finale. Donc on a vraiment intérêt à faire des diagnostics précoces pour pouvoir faire des mises en route de traitements précoces. Alors le traitement par hormone de croissance, il est réservé aujourd'hui à certaines indications. Alors ces indications peuvent varier selon les pays ou aussi selon les pratiques, c'est-à-dire qu'on peut aussi soi-même décider de mettre en place un traitement par hormone de croissance dans certaines situations qui sont particulièrement difficiles. Donc ce qu'on connaît très bien sont les patients qui ont des anomalies de la sécrétion de l'hormone de croissance, comme les déficits en hormone de croissance hypophysaire. Il y a également un défaut de sécrétion dans le syndrome de Prader-Willi et dans le syndrome de Noonan. Il y a aussi des anomalies de l'action de l'hormone de croissance, comme une sorte de résistance en fait à l'hormone de croissance endogène. Et donc on voit ça dans les enfants qui sont nés petits pour l'âge gestationnel, les RCIU, ou dans l'anorexie mentale, par exemple. La dénutrition, c'est un état de l'organisme où l'organisme fabrique des quantités importantes d'hormones de croissance, et pourtant les enfants ne grandissent pas. Et puis il y a des pathologies qui sont purement des pathologies osseuses. Il n'y a pas d'anomalie endocrinienne sous-jacente. On a ça par exemple dans le syndrome de Turner ou dans la dyschondrostéose, les deux maladies étant des pathologies qui donnent un retard de croissance avec dont le mécanisme est commun. C'est le déficit du gène CHOX, qui est un gène qui est sur le chromosome X. Alors, donc l'objectif du traitement, on va avoir un objectif qui est d'améliorer la taille pendant l'enfance et d'améliorer la taille adulte. C'est pas uniquement notre objectif de traitement quand on démarre un traitement par hormone de croissance. C'est pas uniquement de viser une taille adulte. Voilà, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie de l'enfant pendant toute sa croissance et que il ne soit pas éternellement en dessous des courbes. Donc, qu'on arrive à améliorer ce point. On a également, bien sûr, améliorer la taille finale, et puis on a un bénéfice qu'on attend des actions métaboliques de l'hormone de croissance sur lesquelles je vais revenir rapidement. Et globalement, notre objectif, ça va être d'améliorer la qualité de vie des enfants. Alors, l'hormone de croissance a plusieurs actions qui vont qui vont soutenir ces objectifs qu'on veut atteindre. Donc, il y a une action vraiment via l'IGF-1, puisque l'hormone de croissance stimule le foie produit de l'IGF-1, et donc on a une action véritablement sur le cartilage de croissance pour la croissance. L'IGF-1 a également une action métabolique, je dirais, positive sur le muscle et favorise la croissance musculaire. C'est pas pour rien que les sportifs font du dopage avec l'hormone de croissance. C'est pour cette raison. Et puis l'hormone de croissance, la GH elle-même, a des actions directes, également métaboliques, en particulier de favoriser la lipolyse ou de favoriser la néoglucogénèse. Et donc ça va permettre de diminuer la masse grasse et d'augmenter
la glycémie. Donc c'est une hormone qui est hyperglycémiante et pourtant c'est une hormone qui a un effet, je dirais, métabolique positif sur l'organisme et sur le long terme. Donc notre objectif de traitement, vraiment, on a trois objectifs. Ça va être la croissance, améliorer le ratio masse maigre et lutter contre les hypoglycémies. Donc ça va être pour les patients qui font des hypoglycémies, voilà. Alors comment est-ce qu'on évalue ces points-là quand on démarre un traitement par hormone de croissance? On a toujours en tête 2 points. 1, ce traitement doit être efficace, et 2, il doit être bien toléré. D'accord? Donc, pour savoir si le traitement est efficace, on doit améliorer la vitesse de croissance, et cette vitesse de croissance doit être supérieure à la croissance normale d'un enfant du même âge, c'est-à-dire en gros, la première année du traitement par hormone de croissance, notre objectif, c'est de gagner au moins 8 cm. Si on n'est pas à 8 cm, c'est que le traitement n'est pas suffisamment efficace. Il faut revoir les différents points qui pourraient être à l'origine de ce manque d'efficacité. Et on peut gagner jusqu'à 12 cm la première année, la vitesse de croissance maximale d'un enfant étant de 1 cm par mois. On peut pas gagner plus. Okay. Donc on a parlé améliorer la taille et améliorer la taille finale. Et puis côté tolérance, il y a également des éléments qu'on va vouloir surveiller quand on fait un traitement par hormone de croissance, qui sont le risque de céphalée et d'œdème pendant le premier mois de traitement. Comment sur le plan douleur, comment les injections sont tolérées et supportées, comment est le taux d'IGF-1, puisque l'IGF-1, je vous ai dit, est produit sous la dépendance de l'hormone de croissance, et donc c'est vraiment un reflet de l'action de l'hormone de croissance. Donc en fait, plus vous donnez d'hormone de croissance, plus l'IGF-1 va, et on a des normes d'IGF-1 pour les enfants, donc il est important quand on fait un traitement par hormone de croissance que le taux d'IGF-1 reste dans la norme ou à la limite supérieure de la norme pour l'âge de l'enfant. Donc ça va être un marqueur pour nous qu'on va utiliser dans le suivi de ces traitements pour vérifier notre dosage et aussi qu'on peut utiliser pour vérifier que le traitement est fait. Hein, bien sûr, c'est aussi un marqueur de la compliance, de l'adhérence au traitement. Et puis il y a un autre point qu'il faut surveiller puisqu'on accélère la croissance, c'est le dos et le fait le risque de scoliose, donc de ne pas avoir une déviation qui s'aggrave et de bien faire un suivi en parallèle avec les orthopédistes quand il y a besoin si un enfant développe une scoliose. Alors donc, on a déjà parlé des objectifs d'efficacité du traitement. Si jamais, notre enfant, on démarre un traitement par hormone de croissance ou on fait un traitement par hormone de croissance et l'enfant, on estime que l'enfant ne grandit pas suffisamment parce que la première année, il a pris moins de 8 cm ou parce que ensuite, il prend moins de 5-6 cm par an. Donc là, on a plusieurs points qu'on peut vérifier pour savoir pourquoi l'enfant ne grandit pas. Le premier et le plus fréquent, c'est l'adhérence, hein, c'est l'adhésion au traitement. C'est que les injections ne sont pas faites ou sont mal faites. Faire un traitement par hormone de croissance, c'est une injection quotidienne pendant des mois, pendant des années. Et donc les gens se lassent, c'est normal. Et les adolescents vont utiliser toutes les techniques possibles et imaginables pour échapper à ce traitement, même si au fond d'eux, ils ont envie de grandir. Mais c'est quelque chose de, voilà, c'est bien connu dans les traitements chroniques. Vous faites pas le traitement un jour, vous vous dites bon bah c'est pas grave, je le ferai demain. Le lendemain arrive, vous dites bon bah c'est pas grave, je le ferai demain, etc. À la fin, la semaine passe et vous avez fait 3 injections sur 7. Donc c'est humain, on peut pas leur en vouloir. Donc la question de l'adhésion, elle est importante et ça on peut le vérifier simplement en mesurant le taux d'IGF-1. Le taux d'IGF-1 doit forcément augmenter entre le moment où on a commencé le traitement et le moment où on est sous traitement. Alors, il augmente progressivement, j'ai pas mis de diapositive, mais il augmente progressivement sur une période de, je dirais, 6 à 9 mois.
Et au bout d'un an, on a vraiment atteint le plateau et après, ça bouge plus tellement. Mais si ça redescend, c'est que le traitement n'a pas été fait, hein. D'accord ? Donc il y a ça. On doit vérifier aussi les sites d'injection, puisque avec l'hormone de croissance, il peut arriver d'avoir des lipodystrophies, beaucoup moins qu'avec l'insuline, hein, bien sûr, mais ça existe tout de même chez les patients qui font des injections toujours au même endroit. Donc on doit bien vérifier là où les injections sont faites. Ça donne d'ailleurs plus que des lipodystrophies, des lipoatrophies. Hein. On voit vraiment une dépression sous-cutanée avec une atrophie du tissu adipeux sous-cutané. On doit vérifier le matériel du traitement, puisqu'il y a certaines marques utilisent des stylos dans lesquels on met des cartouches. Parfois, c'est des stylos jetables et donc ça dépend où ils ont été fabriqués, mais la qualité est pas toujours identique. Les aiguilles comptent également. Il y a des aiguilles qui sont de bonne qualité, puis il y a des aiguilles qui sont des génériques, hein, et qui sont de bien moins bonne qualité et qui du coup vont diminuer la qualité de l'injection. Et puis si on revient un peu à cette question de compliance et d'adhérence au traitement, la première question à poser, c'est qui fait l'injection? Donc si on vous dit c'est les parents, bon, on a déjà un peu moins d'inquiétude sur le suivi du traitement. Si on vous dit c'est l'enfant et il veut pas que je sois là pendant qu'il fait l'injection, alors là, méfiance plus. Donc il faut pas hésiter à demander aux parents d'être là au moment de l'injection, mais même ça n'est pas une garantie que le traitement est fait, parce que l'enfant il peut très bien ne pas enfoncer le stylo, le tourner un petit peu, faire l'injection à côté, etc. Et donc les parents, la présence des parents est indispensable. Moi, ça me paraît quand je discute avec les familles, on aborde la question que c'est un traitement qui est lourd pour un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans, un enfant de 13 ans. C'est lourd de se faire une injection par jour, c'est en plus onéreux. Et donc, il me paraît normal que des parents s'investissent dans le traitement de l'enfant et portent une partie du fardeau de ce traitement. Donc, en étant présent à côté d'eux, on évite ou on diminue cette sensation d'abandon de l'enfant avec son traitement. Donc, c'est un point, je pense, qui est important à garder en tête. Donc on va vraiment, quand on fait la consultation, regarder, mesurer les enfants, regarder combien par rapport à la dernière visite les enfants ont gagné. Et donc après, ça dépend bien sûr de la période où on est, de l'âge de l'enfant. On va tracer la courbe de taille sans laquelle on ne peut pas raisonner sur le suivi d'un traitement par hormone de croissance. Et on va vérifier l'IGF-1 et bien vérifier les points d'injection. Alors l'autre discussion qui est quand on commence un traitement, quand est-ce qu'on s'arrête? Et est-ce qu'on peut s'arrêter? Alors je crois que j'avais mis une petite diapositive sur l'arrêt du traitement. Alors quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête à la fin de la croissance. Alors on peut avoir plusieurs raisons pour arrêter un traitement par hormone de croissance. Le patient fait jamais ses injections. C'est pas la peine d'aller acheter des stylos et puis de dépenser de l'argent pour rien. Quand la vitesse de croissance a significativement diminué, c'est-à-dire que vous êtes à moins de 2 cm par an, donc c'est là, ça veut dire que vous êtes en fin de croissance, ou quand l'âge osseux est supérieur à 15 ans. Donc ça va être les éléments qui vont vous permettre de surveiller. Voilà. Vous voyez la courbe qui commence à ralentir. Il faut faire une radio d'âge osseux à ce moment-là et ça va vous aider pour savoir et de dire aux parents quand est-ce que je vais arrêter. Vous voyez un âge osseux à 14 ans, vous pouvez dire écoutez, l'année prochaine, on va arrêter. Donc là, c'est pas le moment de flancher. Il faut vraiment faire à fond le traitement pour essayer de gagner les derniers centimètres avant la fin. Donc il y a dans le traitement par hormone de croissance, on a vraiment cette notion de parcours parce que c'est toute une démarche. J'ai un peu insisté sur la lourdeur, sur le poids
de ce traitement sur la vie des familles. Donc du coup, il y a vraiment cette notion d'amener progressivement l'idée qu'on va commencer un traitement et puis ensuite de le suivre avec le patient. Donc quand le patient vient vous voir une première fois pour son retard de croissance, on fait toute la première consultation, l'examen, l'étiologie, on va faire un bilan étiologique, on va revoir les familles pour expliquer les résultats du bilan étiologique, partir sur un diagnostic, et puis on va aborder dans cette deuxième ou troisième consultation, on va aborder l'idée que dans le diagnostic, il y a un syndrome de Turner ou il y a un déficit en hormones de croissance et donc il est légitime de proposer un traitement par hormone de croissance. Quand on prononce ces mots la première fois, les parents sont toujours très inquiets, les effets à long terme, ma mère m'a dit, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, etc. Donc il est très important dans cette première consultation où on va aborder la question, d'expliquer pourquoi on propose le traitement. Dans le déficit en hormones de croissance, on fait un traitement qui est un traitement substitutif, hein, et donc on n'attend pas d'effets secondaires de l'hormone de croissance puisqu'on va simplement remplacer une hormone qui est manquante. Dans le syndrome de Turner, c'est différent, mais c'est une maladie dont on sait qu'elle donne des très petites tailles et donc c'est vraiment une notion de diminution du handicap et d'amélioration de la qualité de vie. Donc on va expliquer ça et on démarre pas le traitement tout de suite à ce moment-là. Il faut que les gens aient un temps de réflexion important pour la suite, pour pouvoir adhérer au traitement. Et quand on va les revoir la fois d'après, c'est à ce moment-là qu'on commencera le traitement. Donc on a au moins 4 finalement rendez-vous avec les familles avant de véritablement commencer un traitement par hormone de croissance. D'accord. Et c'est vraiment cette démarche progressive, elle va être majeure dans l'adhésion, la compréhension des raisons, pourquoi et comment je vais faire. Et ça va permettre aussi d'aborder beaucoup d'éléments du suivi, comment va se passer le suivi du traitement par hormone de croissance. Donc, j'ai abordé déjà sur quand on fait un traitement par hormone de croissance, les différentes consultations qu'on va aborder. Donc, on a la consultation d'annonce du traitement dont j'ai parlé. On va passer un temps, bien évidemment, d'éducation thérapeutique sur les aspects très pratiques, à la fois de l'injection, mais aussi qu'est-ce que je fais dans le quotidien avec mon traitement, si mon enfant a de la fièvre, si je voyage, s'il y a un voyage de classe, etc. Donc, toutes ces questions doivent être abordées dans la discussion avec le patient. Et puis, dans la consultation de suivi d'un traitement par hormone de croissance, eh ben, il y a différents points sur lesquels il faut être assez systématique. On va mesurer, peser, calculer l'IMC des enfants, vérifier le stade pubertaire, vérifier les points d'injection du traitement, vérifier le dos, qu'il n'y a pas d'apparition de scoliose ou d'aggravation d'une scoliose préexistante. Ensuite, on va bien sûr poser la question, est-ce qu'il y a des céphalées, est-ce qu'il y a des signes d'intolérance au traitement? Ça, c'est essentiellement au début. Regarder les résultats du taux d'IGF-1 et discuter pendant la consultation également sur cette question sur l'adhésion, qui fait les injections, comment les injections sont faites, est-ce que c'est difficile, est-ce qu'il y a des injections qui ont été oubliées ou pas. Donc le déroulé d'une consultation par hormone de croissance, il est assez standardisé et finalement c'est assez rapide à faire, hein, et les patients s'habituent à ce mode de fonctionnement. Une fois qu'on a fait tous ces éléments-là, on va prendre une décision. Chaque consultation doit aboutir à une décision thérapeutique. Si on fait tout ça, c'est pour décider, est-ce que je garde la même dose? Est-ce que je baisse la dose? Ça n'arrive quasiment jamais, hein. Il faut quasiment jamais baisser les doses. Ou est-ce que j'augmente la dose? Et sur quels arguments je vais augmenter la dose? Donc on peut avoir pas mal d'arguments, hein, parce que l'enfant ne grandit pas assez, parce qu'il a pris du poids, parce qu'on veut, parce que c'est la fin, il reste 6 mois ou 1 an de croissance et on veut essayer de gagner le maximum vers la fin, etc. Donc ça va être des éléments qui vont nous aider. Et puis bien sûr, donc on fait l'ordonnance et on redonne le prochain rendez-vous. Alors je sais pas.
tous les combien à peu près vous suivez les enfants avec un traitement par hormone de croissance? 3 mois, on est d'accord, hein. Voilà. 3 mois, c'est un délai qui est à la fois qui est le délai minimal entre deux mesures de taille, 1 mois, 2 mois. En fait, comme il y a la croissance n'est pas linéaire, si vous voyez les enfants trop souvent, vous allez faire trop d'ajustements. On a l'impression de regarder de trop près et de courir un peu après les choses. 3 mois, c'est le bon intervalle pour que la différence de taille entre deux mesures soit vraiment significative. Au passage, j'oublie pas de dire que c'est nous-mêmes qui devons faire les mesures pour être sûr de bien avoir une reproductibilité dans l'erreur ou dans la façon de faire la mesure. 6 mois, 6 mois, quand on est dans la période de phase de croissance linéaire, à la rigueur, c'est possible, mais sinon, on risque de perdre du temps si le traitement n'est pas assez efficace ou si l'enfant fait mal les injections, c'est long, 6 mois avec des injections mal faites. Donc, voilà, l'intervalle de 3 mois, je suis d'accord avec vous, me paraît bien. Alors, un petit point tout de même sur l'efficacité du traitement par hormone de croissance pour vous montrer vraiment qu'est-ce qu'on doit obtenir. L'hormone de croissance, c'est un traitement qui fait grandir tous les enfants. C'est-à-dire, quel que soit quasiment, à part l'achondroplasie, le nanisme, à part l'achondroplasie, n'importe qui prend de l'hormone de croissance va grandir, même les enfants de taille normale, hein, d'accord. Donc, alors après, l'efficacité va être plus ou moins importante. La maladie, vraiment que tous les endocrinologues adorent, c'est le vrai déficit en hormones de croissance, hein, les panhypopituitarismes, parce que vous donnez un tout petit peu d'hormones de croissance et alors ils poussent comme des champignons, ça enlève toute la masse grasse, ils sont beaux, ils sont sportifs, ils sont musclés et en plus ils grandissent hyper bien, même si probablement l'adhésion au traitement est pas parfaite. Et donc ça, c'est des exemples. Hein. Si on voit, non, on voit pas trop là. Donc sur la courbe de gauche, on voit bien que ce garçon qui a un déficit complet en hormones de croissance, il a complètement rattrapé, il a une taille finale à 1,80 m. Sur la courbe de droite, c'est pareil, c'est un enfant qui avait un craniopharyngiome et qui a grandi très bien. Et vous voyez qu'il y a un moment où la courbe s'arrête, parce qu'en fait, il a arrêté son traitement. Si vous arrêtez le traitement chez un enfant qui a un déficit complet en hormones de croissance, il ne grandit plus du tout. Parfois, c'est des choses qui sont indispensables pour quelque part montrer que quand je fais pas mon traitement, je grandis plus. Donc finalement, c'est eux qui le font eux-mêmes. Hein. Ils vont arrêter sans vous demander votre avis. Et puis quand ils viennent à la consultation et que la courbe est plate, là, en général, on n'a pas de problème pour reprendre les injections. Donc cette efficacité, elle est vraiment, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre du moment où on a commencé. Plus on commence tôt, meilleur c'est. De la dose d'hormones de croissance, évidemment, il y a une corrélation entre la dose et l'efficacité. Si je donne pas assez d'hormones de croissance, je grandis pas assez. Il y a une corrélation avec la cause du déficit. Ceux qui grandissent le mieux, c'est les déficits en GH, mais les maladies osseuses constitutionnelles grandissent quand même si c'est plus difficile et on a l'impression qu'on est en train de pousser un peu sur la machine. Il y a des corrélations bien sûr avec les tailles parentales. Plus les parents sont grands, meilleure est l'efficacité du traitement. Et avec la taille de naissance, plus la taille de naissance est petite et moins le traitement est efficace. Donc les enfants nés RCIU, ça marche, mais ça marche un peu moins bien que chez un enfant qui a une taille qui est né AGA, donc adapté pour son âge gestationnel. Alors ça, donc c'est des courbes de taux d'IGF-1. Alors sur les deux premières lignes, en gris, en rouge ici et en bleu ici au milieu, c'est des enfants qui vont commencer l'hormone de croissance. Donc c'est avant le traitement, et en bas, la ligne du bas, c'est les mêmes enfants mais sous traitement par hormone de croissance. Et donc vous voyez que il y a certains enfants, il y a des petits points qui sont au-dessus de la courbe, mais pas tous. Hein. Donc il y a peut-être 15-20% d'enfants qui vont avoir des taux d'IGF-1 qui vont monter, parfois même avec des petites doses, puisque la réponse
individuelle à l'hormone de croissance, à la fois en termes de taille, mais aussi de production d'IGF-1 est extrêmement variable. Ok. Donc voilà, c'est pour vous dire que pas du tout tous les enfants vont faire des taux d'IGF-1 élevés. Nous, on est très focalisé sur l'IGF-1 puisqu'il y a un peu un stress, je dirais, sociétal sur l'hormone de croissance qui fait qu'on veut vraiment surveiller l'effet de ce traitement. Mais globalement, je pense qu'il faut se détendre. Il n'y a jamais de souci ou quasiment jamais sur les taux d'IGF-1. Ça serait mieux. Merci. Alors là, il faut avoir 3 mains. Hein. Alors, il y a une question qui est posée quasi toujours, qui est donc quand on commence le traitement par hormone de croissance, qui est la question des effets secondaires à long terme. Et donc ça, c'est un peu l'angoisse de tout le monde. Alors, il faut savoir que il n'y a pas de risque infectieux, c'est-à-dire les injections ne génèrent pas d'abcès, de problèmes. Il n'y a pas besoin de désinfecter non plus. On fait l'injection directe. Le mieux, c'est évidemment quand on sort de sa douche, mais même ça pose pas de problème. Il n'y a pas de complications. Alors, les complications à court terme, il faut connaître la question des œdèmes et des céphalées, qui sont en fait liés, qu'on ne voit quasiment que chez les patients qui ont des déficits complets en hormones de croissance, et qui sont liés au fait que quand l'hormone de croissance est impliquée dans l'expression d'un transporteur ENaC, c'est le transporteur sodium-eau. D'accord, dans toutes les cellules et en particulier les cellules cérébrales. Et donc, quand un enfant qui a un déficit complet profond en hormones de croissance, quand on commence le traitement, les transporteurs ENaC vont être réexprimés de nouveau au niveau des cellules cérébrales et vont se mettre à transporter du sodium et du coup à mettre de l'eau à l'intérieur des cellules cérébrales. Et donc le temps que l'équilibre se fasse entre le milieu intra et extracellulaire, il faut quelques semaines souvent. Donc les enfants avec un déficit profond peuvent très bien faire une HTIC au démarrage du traitement dû à ce renouveau d'expression du transporteur ENaC à la membrane cellulaire. D'accord. Donc dans ces cas-là, c'est pas compliqué. Si c'est des petites céphalées, on fait rien du tout. S'il y a des vomissements, des céphalées matinales, on fait un fond d'œil. On arrête transitoirement le traitement, mais toujours transitoirement. C'est pas une contre-indication au traitement. On arrête transitoirement, on suit le fond d'œil. Quand le fond d'œil est normalisé, on reprend l'hormone de croissance, mais à dose progressive. On va prendre des petites doses et augmenter progressivement. C'est uniquement quand ça arrive. Chez tous les autres patients, on ne fait pas de dose progressive parce que la première année du traitement étant la meilleure, on ne doit pas perdre de temps. D'accord? Il faut pas, si vous perdez 6 mois à atteindre une dose efficace, vous allez perdre 4 cm sur votre pronostic de taille finale. Donc, il faut vraiment, on commence le traitement, on essaye d'optimiser la première année. Donc ça, c'est les complications à court terme. Il y a les complications à moyen terme qui sont connues. Je vous ai dit que l'hormone de croissance, c'est physiologique, c'est une hormone hyperglycémiante qui donne également une résistance à l'insuline. Donc c'est présent chez tous les patients. On le vérifie pas vraiment. Alors, ce qu'on vérifie, c'est qu'il n'y a pas de diabète avant de commencer le traitement, surtout, hein, parce que là, sinon, on saura pas qui est de la poule et qui est l'œuf. Hein, d'accord. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas de diabète avant, mais sinon, ça génère une résistance à l'insuline qui va disparaître quand on arrête le traitement. Donc, il faut être extrêmement rassurant avec les familles et surtout, on ne fait pas de régime. On fait pas de régime alimentaire particulier sous hormones de croissance du fait de même s'il y a cette résistance à l'insuline. Sur la notion de cancer, d'AVC, de risque de mortalité de l'hormone de croissance. Donc là, on peut également être extrêmement rassurant. On a un recul. L'hormone de croissance, c'est depuis la fin des années 60. Les hormones recombinantes, 1985. Donc, 40 ans de recul sur l'hormone de croissance recombinante avec des schémas de traitement qui sont très proches de ceux qu'on utilise aujourd'hui. Il y a des registres avec des
dizaines de milliers de patients, donc c'est pas 100, et c'est pas une cohorte de 100, hein, c'est des dizaines de milliers de patients qui ont été étudiés, qui continuent d'être étudiés, parce qu'il y a des études qui sortent régulièrement et qui ont montré qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque de mortalité, pas d'augmentation du risque de cancer, pas d'augmentation du risque cardiovasculaire. Ce qui se passe, c'est que on traite des enfants par hormones de croissance qui ont des maladies, parfois des maladies graves, des maladies sévères ou des maladies qui donnent une susceptibilité au cancer. Donc en fait, il faut pas confondre le fait de développer une tumeur, parce que on a été traité pour mettons une tumeur cérébrale, on a été irradié de l'hypophyse, on a un déficit profond en hormones de croissance, donc on fait un traitement par hormone de croissance parce que sinon c'est la double peine, et ensuite on va développer une deuxième tumeur, mais la deuxième tumeur elle est liée au cancer primitif et pas au traitement par hormone de croissance. Voilà, donc ça c'est vraiment, je pense que c'est des éléments rassurants qu'il faut avoir en tête. Alors juste oh là là, on va pas y arriver pour le diabète. Juste un petit mot sur les arrêts transitoires, enfin sur les arrêts de traitement par hormone de croissance. On peut arrêter l'hormone de croissance de façon transitoire. C'est pas un souci. Hein. La seule situation où on ne peut jamais arrêter l'hormone de croissance, c'est les déficits profonds qui font des hypoglycémies. Mais si les enfants font pas d'hypoglycémie, on a le droit d'arrêter le traitement par hormone de croissance parce que l'enfant fait un voyage, parce que il a de la fièvre, parce que comme vous voulez, vous partez vous commencez le traitement à 4 ans, vous savez que vous avez 10 ans de traitement devant vous, donc vous pouvez laisser partir les gens en vacances sans leur piqûre, c'est pas un problème. Hein. Et vous allez faire un traitement 10 mois sur 12, ça marche quasi aussi bien que 12 mois, que de faire pendant 12 mois et d'être moins adhérent. Donc ça, je pense que c'est un point qu'on peut vraiment se dire. Voilà, donc peut-être je vais m'arrêter là. Sur l'initiation du traitement par hormone de croissance. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, je suis ravie d'en discuter avec vous.